David Cormand, grève des correcteurs du bac dans l'actualité. Hier soir, 30 000 copies du bac n'avaient toujours pas été rendues. Vous avez passé votre bac, vous auriez aimé qu'on vous fasse ce coup-là? Ah bah, je l'ai même passé plusieurs fois, moi, parce que je l'ai raté la première fois. Donc, c'est compliqué, parce qu'évidemment, il y a le stress des élèves qui passent le bac, mais il y a aussi des enseignants qui essayent de protéger et défendre un service public important, justement, pour que d'autres générations... Vous penchez de quel côté ce matin? Du côté des correcteurs, bien sûr, du côté des professeurs. Vous savez, quand on est dévoué à son métier, dévoué à transmettre un savoir, c'est pas de gaieté de cœur que l'on fait cela. C'est pour attirer l'attention. 700 personnes prennent en otage 30 000 élèves. Non, mais l'expression de prise en otage, je propose qu'on la réserve pour des cas où il y a effectivement des gens qui sont pris en otage. Vous êtes quand même partisan de la manière forte pour défendre... La manière forte, ça va, c'est juste une grève de correction des copies, donc c'est désagréable, ça je l'entends et je le comprends. On ne peut pas dire que ça soit d'une violence inouïe. C'est pas une manière force, c'est un dispositif de résistance plutôt pacifique d'ailleurs, pour dire que là il y a un vrai problème, et ce vrai problème c'est l'attaque en règle, depuis d'ailleurs plusieurs années, contre le service public de l'éducation. Et c'est quand même, vous savez, dans une démocratie, pour que tout cela tienne, pour que le lien social fonctionne, il faut qu'on ait un service public de l'éducation qui permette à chacune et à chacun de s'élever, d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On l'a vu avec la procédure qu'ils ont mis en œuvre pour Parcoursup, qui a été, là pour le coup, très mal vécue par les étudiants et les nouveaux bacheliers précisément. On le voit y compris dans l'école primaire, où de plus en plus de gens, d'ailleurs, se détournent de l'enseignement public pour aller vers l'enseignement privé. Et donc, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a une volonté de la part des pouvoirs successifs d'affaiblir le service public. Moi, je suis un fervent partisan du service public. C'est Fred. Alors, David Cormand, dans l'actualité, c'est aussi l'énorme pollution au plomb qu'on vient de découvrir autour de Notre-Dame. À l'issue de l'incendie, des taux de pollution qui sont 400 à 700 fois supérieurs aux seuils maximaux. On apprend que les autorités n'ont pas dit grand-chose sur le moment. C'est un scandale pour vous? Oui, mais vous savez, comme souvent, on pense que les citoyennes et les citoyens ne sont pas en capacité d'entendre la vérité. Moi, je crois précisément le contraire. C'est que dans une société de la confiance, il faut une transparence absolue. Dès qu'il y a eu l'incendie à Notre-Dame, il y a eu un soupçon extrêmement fort de la part des spécialistes qui savent très bien qu'il y avait beaucoup de plomb, 400 tonnes de plomb dans Notre-Dame, et que naturellement un incendie où tout ce plomb a fondu aurait des conséquences sur l'environnement immédiat. Mais et qui doit alerter, justement, c'est la question. Vous dites les spécialistes, c'est qui dans l'administration, par exemple? C'est la préfecture de police, la mairie, le ministère de l'Environnement? Il y a des autorités de l'État, il y a les agences de protection de l'air. Après, elles obéissent à une hiérarchie, ces structures. Et donc là, c'est au gouvernement et au service de l'État en dessous qui doivent obéir à ce gouvernement. Vous mettez en cause le ministre, alors? Je ne mets en cause personne. Je veux dire que structurellement, il y a une petite tendance à ne pas suffisamment rendre publiques ces informations-là. Ce qui aurait pu être nécessaire parce que dans l'immédiat environnement de Notre-Dame, il y a des gens qui habitent... Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque pour la plomb, population? Pour la santé, oui, pour la santé publique. Vous savez, quand vous avez des taux de plomb 500 à 600 fois supérieurs à la normale, le plomb, c'est nocif pour notre santé. On parle de Paris, la ville de Paris. Venons-en à une actualité plus politique. Antoine Rufenac, au Havre, pousse aujourd'hui Édouard Philippe à la candidature à la ville de Paris, au municipal. Vous imagineriez travailler avec Édouard Philippe, qui vient d'Areva d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises? Non, vous ne dites pas de bêtises, il était lobbyiste à Areva. Je vois pas trop pourquoi on travaillerait avec Édouard Philippe, pas parce que on l'aimerait pas ou quoi, pour des raisons politiques tout simplement. Vous savez, nous on considère que l'idée qu'on a de l'écologie n'est pas compatible avec l'action politique de ce gouvernement, et donc menée par le Premier ministre Édouard Philippe. Après, ça commence à devenir n'importe quoi, l'REM, cette histoire de municipal à Paris. Alors je sais qu'ici on est à territoire d'info, donc on ne va pas parler que de Paris. Ce n'est pas la France, mais on a eu M. Griveaux qui a montré ses muscles depuis des mois, puis d'autres candidatures, on voit que c'est un petit peu le bazar. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on va mettre le Premier ministre pour mettre tout le monde d'accord. Enfin, Paris, ce n'est pas un trophée. Moi, je suis très attaché à ce que les collectivités que sont les villes, les communes, soient très proches des citoyennes et des citoyens.
on a un rejet de la politique en ce moment, de la démocratie telle qu'elle fonctionne. Et je crois vraiment que l'échelon municipal, c'est un endroit où on peut réconcilier les citoyennes et les citoyens avec l'action publique. Et moi, je ne voudrais pas que ces municipales tournent à la course au casting, comme on l'a vu avec LREM. Très concrètement, David Cormand, vous aurez des candidats partout, vous allez jouer solo partout, vous ferez des alliances à la carte selon le bilan des maires sortants? Ah non, on a clairement dit que nos projets municipaux n'étaient pas compatibles, ni avec l'extrême droite, bien sûr, ni avec la droite conservatrice d'LR, ni avec la droite libérale d'LREM. Donc ce périmètre-là, il est extrêmement clair. Avec les marches. Est-ce que vous vous félicitez de l'élection à la tête du Parlement européen, dont vous parlez à l'instant, de David Sassoli? C'est un Italien social-démocrate, c'est-à-dire que c'est un peu un pied de nez qu'on fait aux amis de Salvini. Oui, mais non, je ne m'en félicite pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans cette affaire, vous avez suivi... Alors, il faut prendre une minute pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent comment ça se passe. Je commençais à dire que l'Union européenne est une démocratie inachevée. Pourquoi? Dans une démocratie parlementaire normale, vous avez un Parlement et un exécutif, le gouvernement, responsable devant ce Parlement. À l'Union européenne, c'est différent. Il y a un troisième acteur qui intervient qui s'appelle le Conseil. Le Conseil sont les chefs d'État et de gouvernement européens. Et là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que ce Conseil, c'est-à-dire que les chefs de gouvernement et d'État européens ont, d'une certaine façon, dans une sorte de Yalta, imposé ce qu'on appelle les top jobs en anglais, c'est-à-dire les postes les plus importants, que sont président de la Commission, président du Parlement, président de la BCE, chargé des affaires étrangères de l'Europe, et les vice-présidents de la Commission. Et dans ce package, il y avait donc M. Sassoli qui est désormais président de l'Assemblée. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que, quelque part, on a retiré une part de sa souveraineté à l'Assemblée européenne. Nous sommes pourtant, nous, les députés européens, les seuls à avoir une légitimité directe des citoyennes et des citoyens européens pour nous occuper de l'Europe. Les chefs d'État, ils n'ont pas été élus pour s'occuper de l'Europe, ils ont été élus pour s'occuper de leur pays. Ce n'est pas une nouveauté, David Cormand, c'est le fonctionnement des institutions européennes. Je sais bien que ce n'est pas une nouveauté. Vous parlez justement de ce casting de la semaine qui a beaucoup fait parler des femmes. Prennent des postes très importants à la tête de l'Europe. C'est une première, en tout cas, dans ces proportions-là. Vous vous en félicitez de l'arrivée des femmes? Oui, bien sûr, il faut le féliciter, mais c'est très important, il faut se féliciter. En revanche, la féminisation de postes politiques importants, ça a une charge évidemment symbolique évidente, mais ce n'est pas que du symbole. C'est aussi de nous projeter dans notre imaginaire au fait que des femmes accèdent à des responsabilités majeures. Après, l'arrivée de Christine Lagarde, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je vais vous en dire un mot, j'allais y venir. C'est que ça n'empêche pas ensuite de regarder le contenu politique. Moi, je n'ai pas un souvenir ébahi du parcours de Mme Lagarde quand elle était ministre de M. Sarkozy, notamment quand elle avait convenu de cet accord avec Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Je n'ai pas non plus une admiration sans fin sur ce qu'est le FMI et l'institution du FMI, qui est quand même un grand donneur d'ordre en matière d'austérité partout sur la planète. Donc, vous êtes en train de dire que vous auriez eu d'autres femmes à proposer pour ce poste-là? Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors, vous vous opposez à la ratification du CETA, qui est l'accord de libre-échange avec le Canada. Pourquoi? Alors que c'est des débouchés pour nos entreprises, c'est de l'excédent commercial. Si, les chiffres présentés cette semaine, c'était ça. Pourquoi vous vous y opposez? Il sera ratifié dans 10 jours au Parlement français. Il faut comprendre que, notamment, le CETA, c'est un accord où, là, pour le coup, on abandonne notre souveraineté démocratique à des intérêts qui sont des intérêts privés. C'est l'histoire des tribunaux d'arbitrage, je crois qu'on appelle ça comme ça, où, quand une multinationale se considère lésée par rapport à son accès possible dans le marché européen, elle pourra demander un arbitrage qui se fera en dehors de toute règle de droit de l'Europe et de notre pays. Il y a déjà eu des précédents, d'ailleurs, dans d'autres parties du monde, où des pays ont été lourdement condamnés au profit de ces multinationales. Par ailleurs, la logique du libre-échange tel que nous le connaissons aujourd'hui est complètement contradictoire avec l'enjeu de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Le libre-échange dont on parle, le type d'excédent commercial que vous évoquez, ça a un prix extrêmement élevé. Tous ces traités de libre-échange, c'est abandonner une part de notre souveraineté, abandonner une partie de nos services publics, abandonner la protection de l'environnement et la protection sociale au profit de quelques-uns. Je ne crois pas que ce soit la direction dans laquelle il faut que nous allions, y compris pour avoir une économie qui ne soit pas punitive.